Alain. Pour bien commencer cette émission, on a le plaisir à bord d'une vidéo Sud Radio d'accueillir un garçon génial, Victor Le Breton du domaine de Montgilet. Bonjour Victor. Bonjour à vous. Alors vous êtes situé au cœur des appellations Coteaux de Daubans et Anjou-Brissac. Un mot sur l'histoire de ce vignoble, ça débute en 1850 avec René. Voilà, c'est ça. René Huette qui est arrivé de Vendée. Ouais. Il est arrivé de Vendée avec 5 enfants et donc il a perdu son épouse malheureusement. Il s'est remarié avec une veuve qui avait 5 enfants. Ah, la veuve, pourtant elle n'était pas champenoise quoi. Ben non. Mais il y a deux, ils ont eu 5 enfants. Ils ont élevé 15 enfants avec 1,5 hectare de vignes et 2 vaches. 15 enfants, mais il fait vraiment un temps pourri chez vous, non, parce que... L'herbe est verte. Et alors aujourd'hui, ça appartient à qui alors le domaine ? Eh bien donc c'est passé du côté paternel, donc ça appartient à la famille Le Breton. D'accord. Et vous, vous appelez Victor Le Breton ? Victor Le Breton, tout à fait. Donc c'est à vous en fait. Oui, et à la banque aussi. Et à la banque, comme beaucoup. Combien d'hectares et quel cépage vous avez, Victor ? Nous, on travaille principalement le chenin, donc ça représente un peu plus du tiers du vignoble, le cabernet et des vins de cépage, style le Gros Lot, Gamay, Sauvignon, des choses comme ça un petit peu plus anecdotiques. Manuel ? Moi je connais un peu, j'ai souvent été dans les salons du vin de Loire et je suis souvent passé, j'ai attrapé vos bouteilles, je les ai goûtées régulièrement. Ma question c'est aujourd'hui sur l'Anjou Noir, on voit bien un petit peu la trajectoire de la région, l'arrivée des secs qui a un petit peu rééquilibré les proportions secs, moelleux et autres. Vous en êtes où vous dans ce projet ? Nous on a toujours une vocation de moelleux, moi c'est ma passion, les vins liquoreux, mais la jeune génération arrive sur le domaine avec une préférence un peu pour les vins secs où la tendance du marché est plus favorable. Mais c'est quand même compliqué, parce qu'il y a la tradition, ce que vous dites, voilà. Puis il y a le marché, quoi, parce que le sucre, le doux, tout ça, Manu, c'est moins à la mode peut-être, non ? C'est un petit peu à la mode, mais je pense que aussi c'est un petit snobisme qui s'est installé, un peu comme la déconsommation globale des vins, on en reparlera plus tard, mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que moi j'y vois une forme de passage un peu mou là, pour ces catégories de vins-là, mais je crois qu'il ne faut pas totalement, un peu comme vous, je pense qu'il faut défendre complètement l'histoire et surtout la richesse de ces terroirs et surtout de la concentration magique des chenins sur ces terroirs de schiste qui n'a quasiment aucun équivalent en termes d'équilibre ailleurs. Et oui, on va passer vers les vins secs, clairement. Il va y avoir peut-être un déplacement du style des vins, mais pour un meilleur, je trouve, rééquilibrage de la production en qualité, peut-être en plus haute qualité encore, sur des très très beaux lots. Parce que malheureusement, en fait, la région aussi a joué à un jeu qui n'était pas forcément très vertueux, à faire des moelleux un peu average aussi, parfois un petit peu. Donc, il faut, je crois, faire des grands vins secs là où on peut le faire, sur des beaux lieux, et exprimer les lieux le mieux possible. Et puis surtout, derrière, jouer la carte des moelleux quand on peut. Victor, une réaction au propos de Manuel ? Oui, on fait aussi des grands secs sur les terroirs de grands moelleux. Donc, il faut absolument remettre la vigne au coteau, donc dans de bonnes conditions, donc pour faire de jolis raisins. Tout à fait. Vous faites un peu de rouge aussi ? On fait un petit peu de rouge en cabernet, donc cabernet franc, qui là aussi n'est pas forcément un cépage très porteur actuellement, mais on a surtout... Ça veut rien dire, hein, ça revient, je trouve. Et ce qui va moins bien avec le cabernet franc en ce moment, c'est des cabernets francs très extraits. Aujourd'hui, on est plutôt dans des profils plus infusés, mais la floralité et des fois, certains styles permet maintenant quand même aussi aux jeunes palais ou aux amateurs de vin un petit peu plus en fraîcheur, originaux aussi. de trouver leur bonheur. Qu'est-ce que vous en pensez, Victor ? On a aussi notre cépage autochtone qui est le Gros Lot, donc avec ce côté poivré, épicé, des vins très légers, 11,5 d'alcool généralement, et qui sont très goulayants, faciles et d'approche gourmande. Et au niveau potentiel de garde, là, vos vins, on va rester sur les rouges pour l'instant, après on parlera des blancs et des vins ont des blancs moelleux. Ça peut s'attendre ou pas ? Parce que c'est quoi ? C'est 2 ans, 3 ans, 4 ans plus ? Vous en pensez quoi ? Nos Anjou-Brissac sont bien quand ils ont entre 8 et 10 ans. À 8 et 10 ans ? Oui, c'est là où ils ont la plus belle expression. C'est une erreur de les boire trop jeunes, Manuel, non ? En fait, les cabernets francs et les schistes, ça donne des petites acidités un petit peu plus mordantes, ça peut mettre un peu en tanin les tanins en relief, et donc un peu de patine du temps peut apporter une forme de complexité et de grâce, effectivement. Donc c'est un peu le sujet de l'Anjou Noir et de ces secteurs-là. C'est pas Saumur, c'est pas les cabernets de Chinon ou de Bourgueil. Ça appelle un peu plus de patience, simplement. Une grappe de Saumur, une grappe de Cabernet Franc à Saumur fait le double du poids donc d'une grappe sur schiste en Anjou Noir. Une question de rendement. La région, faut le souligner quand même pour les auditeurs, est une des régions où on enregistre les plus faibles rendements à l'hectare. D'ailleurs, même une appellation comme Savenir, dans son cahier des charges, a un des cahiers des charges les plus restrictifs sur le rendement à l'hectare. Ah oui.
Ouais. Ça, c'est quand même gênant. Non, il faut quand même un peu de matière pour vendre des choses. C'est pour ça qu'il faut faire de l'infusion de raisin pour pas extraire de trop et surtout pas avoir de sécheresse dans les vins, pas de dureté. Et les blancs, alors quel type de plat on peut... D'abord, est-ce qu'ils sont vraiment liquoreux? Ils sont quoi? La perception de sucrosité pour le consommateur, elle est comment selon vous, Victor, moi, le Breton? Ce qui me fait le plus plaisir, c'est que quand j'ai en face de moi quelqu'un qui n'aime pas les vins liquoreux, qui goûte un coteau de l'Aubance et qui dit il y a de la fraîcheur, on ne sent pas les sucres, c'est super. Ouais. Les a priori, quand même, Manuel, dans le vin, enfin, on écoute les propos de Victor. Il y en a qui ne savent pas, mais qui se disent j'aime pas, ou tous alors. les jours, je croise des personnes qui me disent je n'aime pas les moelleux, et quand ils les goûtent parce qu'ils sont bien nés, et quand on a des grandes signatures derrière avec des gens qui ont fait les choses bien, tout le monde se dit ça d'habitude j'aime pas, mais ça j'aime bien. Vous voyez, c'est le genre de truc. Donc je pense que l'expérience, il faut des fois les embarquer un petit peu, leur dire attendez, il y a équilibre et équilibre. Hein, c'est un peu comme la pâtisserie. Moi je compare ça à la pâtisserie. S'il y a un pâtissier qui est doué, qui fait des sucres fins et quelque chose d'élégant, bon, la gourmandise l'emporte et voilà, on se fait plaisir avec ça. Mais et sur les vins liquoreux, si on est avec les sucres naturels du raisin, par le botrytis ou par le pastrillage, il y a toujours une élégance. Le pastrillage, c'est quoi cette bête-là? C'est pas de petites bêtes justement, c'est le soleil qui va sécher les raisins et faire de la déshydratation sur souche comme des raisins de Corinthe. D'accord. Et le potentiel de garde donc pour vos doux, vos moelleux là, ça peut un siècle, voilà. Un siècle en toute amitié. Dans la région en tout cas. Oui, vous avez déjà goûté vous, Manel, qui avait été quand même meilleur ouvrier de France? J'ai fait les plus vieux vins de la région, c'est 19e siècle quasiment. Donc vous en avez, Victor, vous il y en a plus. On remonte au vin du grand-père qui était 1947. Ah oui, et vous avez encore des 47? On en a encore quelques-unes. Vous les vendez ou pas? Non, c'est le trésor familial. Ouais, ça c'est que pour les potes ou la famille quoi. Oui, voilà. Bon, alors vos vins, vous les vendez comment? Donc vous avez en France, hors de France? On les vend principalement en France, donc chez les cavistes. On a surtout un réseau de distribution de cavistes en France, mais on les vend aussi au domaine si les gens se déplacent. Les gens viennent, il y a comme pas mal de touristes chez vous, non? Alors on est à la fin du tourisme de la vallée de la Loire, puisqu'on est juste au sud d'Angers. Vous êtes quoi, 10 km d'Angers à peu près? Oui, 10 km plein sud d'Angers. Ouais. Mais voilà. C'est une région très dynamique, notamment d'un point de vue économique. Il y a le vin, mais il n'y a pas que. Oui, pas que. Donc on a des gens dynamiques, optimistes aussi. Bon, alors la nouvelle génération, elle est là ou pas? Eh ben ouais, donc c'est la relève. Moi, comment elle s'appelle? Eh bien, ils sont 4 à reprendre le domaine. Et les 4 bossent sur le vignoble? Alors donc oui, il y a ma nièce Marlène qui est œnologue et ingénieur agro, qui s'occupe de la vinification des vins, et mon fils aîné Maxime qui lui s'occupe de la culture de la vigne et qui est chargé donc de la conversion en bio du domaine. C'est génial, Manuel. C'est bien, bravo. C'est bien cette passation vers les enfants. Oui, c'est motivant, ça rebooste un petit peu les choses. Vous engueulez un peu avec eux ou pas? En vrai, non, Victor, attention. Oui, non, il y a une bonne discussion et saine. Et qui a raison? C'est quelle génération a souvent raison? C'est la nature qui a raison. Ouais. Vous finirez ministre, vous. Allez, donc si on passe dans la région, on peut venir vous voir, c'est ça? Avec plaisir, pas de problème. Ouais. Et alors, température de service, c'est important pour les rouges, même si on sait que c'est minoritaire dans votre production. À combien vous les aimez? Et puis pour les blancs, et tout dépend de quel blanc d'ailleurs. Les rouges à température de cave, donc voilà, ils sont bien s'ils sont à 16 degrés. Ça dépend aussi de la saison à laquelle on les consomme. Ça peut être un petit peu frais l'été, ça leur donne de la gourmandise, de la facilité et envie d'en consommer un peu plus. Et les blancs? Et les blancs, moi je serais plutôt à 10-12 degrés. Ah oui, d'accord, faut vous les apprécier. C'est vrai que les gens, Manuel, ont tendance à boire trop froid. Oui, en fait, les blancs, même les rosés. On a surtout tendance, en fait, à pas savoir vraiment. On met la bouteille des fois mécaniquement dans le frigo ou dans un seau à glace. On a tendance à l'oublier aussi des fois. Alors, si on veut respecter un peu la texture des vins, vaut mieux faire avoir un œil. Mais il faut savoir une chose, c'est que en conditions extérieures, le vin prend à peu près un demi-degré toutes les 3 minutes jusqu'à la température ambiante. Donc, vous dépêchez de boire. Ça peut remonter assez vite. Avec modération, évidemment. Alors, il faut être au milieu de tout ça, autour de 10-12 degrés. Et là, c'est là qu'on a les meilleures vertus. Bon, la gamme de prix, ça va de combien chez vous? Tout est à moins de 1 000 euros demain. Merveilleuse nouvelle. Non, les entrées de gamme sont aux environs des 12 euros ou en dessous. Et puis, sur les belles cuvées, en liquoreux ou en sec, on monte à une trentaine d'euros. Ouais, donc entre 10 et 30, on va dire. Voilà, c'est ça. Et là, on se fait plaisir. Quand on voit le travail que ça représente. Absolument. Merci beaucoup, Victor Le Breton. Merci également à vous, Manuel Perrondet. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner les très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.